le secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant toute chose adresser mes vives félicitations à Madame Annalena Baerbock pour son élection à la présidence de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Son leadership et son attachement au multilatéralisme seront déterminants pour la réussite de nos travaux. Je saisis également l'opportunité que m'offre cette tribune pour rendre un hommage appuyé à son prédécesseur, son Excellence M. Philémon Yang, dont l'engagement et le dévouement ont marqué la précédente session. Enfin, je réaffirme la pleine confiance de mon pays dans l'action du secrétaire général des Nations unies, M. Antonio Guterres, pour ses efforts constants visant à renforcer notre organisation et à promouvoir des solutions aux défis qui menacent la paix, la sécurité et la prospérité dans le monde, en particulier dans la région des Grands Lacs d'Afrique, dont fait partie la République démocratique du Congo. Madame la Présidente, je salue la pertinence du thème retenu pour cette 80e session, Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. Il met en lumière 8 décennies d'efforts conjoints d'une organisation vouée à la paix, au développement et au bien-être universel, fondée sur une promesse indéfectible de sécurité collective. Le 80e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, garante de cette sécurité depuis 1945, est l'occasion de réaffirmer les vertus d'un multilatéralisme efficace et de rendre hommage à l'idéal de paix, de dignité humaine et de solidarité entre les nations qui inspira ses fondateurs. Si l'Organisation des Nations Unies demeure un pilier de la régulation des relations internationales, de la prévention et de la résolution des conflits, ainsi que de la promotion des droits humains et des libertés fondamentales, elle est aujourd'hui confrontée à des défis systémiques qui éprouvent sa crédibilité et sa capacité d'action. Les profondes mutations de notre époque, notamment la persistance des conflits armés, le dérèglement climatique, les crises humanitaires récurrentes et les menaces transnationales protéiformes nous rappellent que le multilatéralisme n'est plus une option, mais une exigence incontournable qui s'impose à tous. Nous restons convaincus que les réponses aux défis du XXIe siècle ne peuvent émerger que de solutions collectives fondées sur la coopération, la justice et la responsabilité partagée. Madame la Présidente, à la suite de son élection en juin dernier, la République démocratique du Congo s'apprête à siéger au titre de membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2026-2027. Je réitère au nom de mon pays nos remerciements les plus sincères aux États membres pour la confiance et la solidarité exprimées. Notre participation sera résolument constructive et holistique. Elle s'articulera autour de 2 priorités indissociables, paix et sécurité d'une part, et prévention et résolution des conflits d'autre part. Nous entendons également contribuer activement à l'élaboration et à la mise en œuvre du nouvel agenda pour la paix afin d'apporter, à la lumière de notre potentiel et de notre expérience, une impulsion à la réforme des opérations de maintien et de consolidation de la paix, ainsi qu'à l'adaptation du système de sécurité collective des Nations unies. S'agissant de la réforme du Conseil de sécurité, mon pays réaffirme la position commune africaine telle qu'énoncée dans le consensus des Zuluini et la déclaration de Sirte, c'est-à-dire l'Afrique doit bénéficier de 2 sièges supplémentaires dans la catégorie des membres non permanents
et de 2 sièges dans celle des membres permanents, avec les mêmes droits, y compris le droit de veto, les mêmes privilèges et les mêmes obligations que les membres permanents actuels. Forte de ces 54 États et de plus de 1,2 milliard d'habitants, l'Afrique ne saurait demeurer en marge des décisions qui engagent la paix et la sécurité internationale. Madame la Présidente, un autre axe prioritaire concerne l'exploitation illégale des ressources naturelles, l'une des causes majeures et persistantes des conflits. La transparence intégrale des chaînes d'approvisionnement et des bénéficiaires effectifs, des mécanismes de contrôle et d'audit indépendants, une coopération opérationnelle renforcée entre autorités douanières, judiciaires et financières, des sanctions ciblées et effectives contre les trafiquants et leurs réseaux de facilitation et une lutte résolue contre la corruption adossée à des normes de bonne gouvernance, à la publicité des contrats et à la traçabilité des paiements. Bien entendu, les dimensions des droits humains et de justice transitionnelle, ainsi que les agendas femmes, paix et sécurité et jeunesse, paix et sécurité, demeurent indissociables de cette action. Leur prise en compte effective est la condition d'une paix juste, durable et inclusive. Madame la Présidente, à la veille de la mise en place de la commission d'enquête indépendante décidée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur les massacres perpétrés il y a quelques mois par nos agresseurs et leurs supplétifs dans l'Est de mon pays, je lance un appel solennel à la communauté internationale. Elle a le devoir moral et politique de soutenir cette démarche essentielle afin d'établir la vérité, rendre justice aux victimes et jeter les assises d'une paix durable ancrée dans la mémoire et la responsabilité partagée. Madame la Présidente, alors que la planète se réchauffe et que les marginalisations s'aiguisent, ainsi et que les conflits se multiplient, le diagnostic qui avait inspiré en juillet 2023 la vision du nouvel agenda pour la paix du secrétaire général demeure pleinement d'actualité. Le monde est désormais confronté à des crises multiformes et profondes. Les fondamentaux de la prévention se sont affaiblis et le droit international, jadis puissamment rappelé par la Charte des Nations Unies, qui enjoint les États à s'abstenir de recourir à la menace ou à la force, est trop souvent bafoué. Notre système de sécurité collective en est ébranlé. Il ne saurait survivre à un sursaut de solidarité d'intérêt et de respect des règles. Dans ce contexte, la rhétorique guerrière regagne du terrain et l'on assiste impuissant au retour des vieux démons, agressions armées, guerre de prédation des ressources et de conquête d'espaces vitaux qui n'épargnent aucun continent. Tandis que la guerre entre Israël et le Hamas ravage la bande de Gaza, avec le risque d'une extension régionale, et que se poursuit le conflit russo-ukrainien, d'autres foyers s'embrasent au Yémen, en Birmanie et en Syrie. Le conflit armé qui perdure dans mon pays en est une illustration tragique. Depuis 3 décennies, la paix et la sécurité sont brisées à l'est de la République démocratique du Congo. Cette guerre s'est muée en une entreprise prédatrice. Elle dépasse depuis longtemps les seules dimensions militaires ou géopolitiques. Elle vise à piller nos ressources, effacer notre mémoire collective et détruire nos communautés. Les conséquences sont désastreuses. Des millions de morts, des familles décimées, près de 7 millions de déplacés internes, femmes et enfants pris pour cible, des villages rayés de la carte, des générations sacrifiées. Dans plusieurs régions de l'Est, tous les marqueurs d'un projet d'extermination sont réunis. Les Nations Unies elles-mêmes, à travers le rapport Mapping, ont
ont documenté l'ampleur des atrocités. Ce n'est pas seulement un conflit, c'est un génocide silencieux qui frappe le peuple congolais depuis plus de 30 ans. En juillet dernier encore, plus de 300 civils, dont 48 femmes et 19 enfants, ont été massacrés dans le territoire de Rutshuru par l'AFC M23 avec l'appui des forces de défense du Rwanda. Ces crimes ne sont pas isolés, ils s'inscrivent dans une continuité macabre. Je remercie les États-Unis d'Amérique d'avoir pris l'initiative le mois dernier de convoquer une session extraordinaire du Conseil de sécurité pour examiner ces massacres documentés par Human Rights Watch. Pour mettre un terme à ce conflit, le Conseil de sécurité, par sa résolution 2773 du 21 février 2025, a notamment exigé le retrait du M23 des villes de Goma, Bukavu et de toutes les zones sous son contrôle, le démantèlement des administrations parallèles instaurées en violation de la souveraineté de la République démocratique du Congo, ainsi que la cessation de tout appui direct ou indirect au M23. Je salue à cet égard le leadership du président Donald Trump, qui a créé les conditions d'un dialogue ayant conduit le 27 juin 2025 à Washington à la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cet accord engage expressément Kigali à un retrait complet et vérifiable de ses troupes et à la levée de ses mesures dites défensives. Il prévoit également le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination en matière de sécurité, ainsi qu'un dispositif garantissant le respect de l'intégrité territoriale et l'arrêt des hostilités. Le retrait des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23 et le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables pour une paix durable. Je demande aux Nations Unies de veiller à la stricte application de cet accord, désormais indissociable de la mise en œuvre de la résolution susmentionnée. Tant que ces décisions ne seront pas exécutées, le sang des innocents continuera à couler. Dans la même dynamique, la République démocratique du Congo et l'AFC M23 ont signé le 19 juillet 2025 à Doha une déclaration de principe engageant les parties à œuvrer de concert à une solution pacifique. Je voudrais exprimer ma gratitude à Son Altesse l'Émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pour son dévouement et son engagement en faveur de la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Je souhaite enfin exprimer ma haute appréciation pour la coordination assurée par son Excellence Faure Essomina Gnassingbé, président du Conseil des ministres du Togo, dans le cadre du processus de Lomé. Cette dynamique procède de la convergence des efforts du processus de Luanda, conduit avec constance par son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine, et du processus de Nairobi,